Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée vraiment ambitieuse, celle d'E.O. Wilson. Essayer d'unifier toute notre compréhension de la vie sociale, que ce soit une colonie de fourmis ou une société humaine, sous une seule et même grande discipline. Et là, dès le début, le ton est donné. Pour Wilson, ce n'est pas juste de la science, c'est carrément une quête philosophique. Trouver une clé objective pour qu'on puisse enfin se comprendre. Rien de moins que le saint Graal de la connaissance. Bon, pour bien piger la solution que Wilson propose, il faut d'abord comprendre le problème qu'il a identifié. Et ce problème, c'est une division. Une division très profonde qui sépare les grandes branches de notre savoir. Il faut bien se rendre compte de ce que ça implique, cette fragmentation, ce grand fossé entre la culture scientifique d'un côté et la culture littéraire de l'autre. Ça a longtemps été un frein à une compréhension globale de qui nous sommes. Chaque discipline parlait sa propre langue, avec ses propres règles. Résultat, des angles morts énormes dans notre connaissance collective. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est seulement possible de créer un cadre qui unifie tout ça? C'est précisément ce défi immense que le travail de Wilson tente de relever. Et la solution qu'il propose est aussi audacieuse qu'elle a pu être controversée. Alors, quelle est cette fameuse solution? Eh bien, c'est la sociobiologie, une discipline pensée comme une révolution, un pont intellectuel pour enfin réunir ce qui avait été séparé depuis si longtemps. La définition, elle a l'air simple comme ça, mais attention, elle est incroyablement puissante. L'idée de base, c'est que le comportement social, dans toute sa complexité, de l'amour à la guerre, n'échappe pas, comme par magie, aux forces de l'évolution. Non, il a des racines biologiques, des racines profondes qu'on peut et qu'on doit étudier scientifiquement. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Cette métaphore des organes. Wilson nous dit de regarder les comportements sociaux comme on regarde un cœur ou un œil. Le soin parental, la défense du territoire, ce n'est pas un hasard. C'est un produit de la sélection naturelle. Ça existe parce qu'à un moment, ça a donné un avantage décisif pour la survie et la reproduction. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? Eh bien, il suffit de regarder le monde animal. Il regorge d'exemples qui illustrent les principes de la sociobiologie de manière spectaculaire. Regardez cet exemple, il est parfait. En faisant semblant d'être blessé, d'être une proie facile, cet oiseau détourne le danger de ses petits. On pourrait voir ça comme un acte altruiste, un sacrifice, mais d'un point de vue génétique, c'est une stratégie brillante pour que ces gènes survivent à travers sa progéniture. Le gène protège tes petits, continue sa route. Et cette coordination, on la retrouve partout. C'est une véritable symphonie évolutive. On la voit dans les tactiques de chasse des orques, qui sont dignes de véritables commandos. On la voit dans le ciel, quand des milliers d'étourneaux créent des balais aériens incroyables pour dérouter un faucon. Et on la voit même sous le sable, quand de minuscules bébés tortues unissent leurs forces pour s'extraire et atteindre la mer. Chaque action est une pièce d'un puzzle social complexe, orchestré pour la survie. Ici, on a un exemple génial d'un autre concept, la symbiose. Deux espèces qui n'ont rien à voir vont évoluer pour coopérer. Les fourmis obtiennent une source de nourriture et en échange, les cochenilles gagnent une armée de gardes du corps. C'est un véritable contrat social entre espèces. On pourrait croire que c'est anodin, des pigeons sur un fil. Mais non, même un comportement aussi simple est une forme d'organisation sociale. L'espacement entre eux, ce n'est pas du hasard. Il est géré par des règles sociales implicites pour limiter les conflits. C'est une sorte de bulle personnelle, mais mobile. Alors là, ce tableau est absolument fascinant. Il montre comment des groupes d'animaux qui sont très éloignés génétiquement, comme les termites et les fourmis, ont pourtant inventé indépendamment des solutions sociales très similaires. Des castes, des pistes chimiques pour communiquer, c'est ce qu'on appelle l'évolution convergente. C'est une preuve magnifique que ces structures sociales sont des réponses ultra efficaces à des défis similaires. On arrive maintenant à un point crucial, peut-être le plus grand casse-tête de la biologie de l'évolution, une énigme qui a même fait douter Darwin et qui est au cœur de la sociobiologie, l'altruisme. Et voilà le cœur du problème. Si l'évolution, c'est la survie du plus apte, une compétition féroce où chacun joue pour soi, comment expliquer le sacrifice? Comment expliquer un individu qui donne sa vie ou renonce à se reproduire pour les autres? Ça n'a à première vue aucun sens. Ça va à l'encontre de toute la logique de la sélection naturelle. Et c'est Darwin lui-même qui le dit. Ses propres mots montrent à quel point ce puzzle était fondamental. L'existence d'une caste d'ouvrières stériles qui ne font que travailler pour la reine était une anomalie tellement énorme qu'elle menaçait de faire s'écrouler tout son édifice théorique. Et voici la solution aussi simple qu'élégante, la sélection de parentèle. En gros, l'idée c'est que l'altruisme peut tout à fait évoluer s'il bénéficie à des proches. Pourquoi? Parce que ces proches partagent une partie des mêmes gènes. L'unité de sélection n'est plus seulement l'individu, c'est le gène. Un gène de l'altruisme peut se propager s'il pousse son porteur à aider des copies de lui-même présentes chez ses frères, ses sœurs ou ses cousins.
Ce graphique, il montre la logique mathématique pure derrière tout ça. Regardez bien. L'axe vertical, c'est le risque d'extinction du groupe. L'axe horizontal, c'est la fréquence du gène altruiste. La courbe, elle est très claire. Plus le gène altruiste est présent, plus le risque d'extinction du groupe diminue. Le sacrifice individuel devient alors une stratégie gagnante au niveau du groupe et donc, à long terme, pour le gène lui-même. Et cette complexité sociale, bien sûr, elle ne sort pas de nulle part. Ce tableau est génial pour ça. Il montre une véritable échelle de l'évolution. On compare les bourdons, avec leur société assez simple, aux abeilles, qui elles ont développé des systèmes incroyablement sophistiqués, avec une communication complexe, leur fameuse danse, et une division du travail ultra spécialisée. C'est une illustration parfaite de l'évolution de la socialité. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à la question de départ, la plus piquante, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour la nature humaine ? Wilson, en fait, il positionne l'humanité dans ce grand panorama de l'évolution. On n'est pas en dehors de la nature. On est l'un de ses plus grands accomplissements sociaux. Mais attention, notre sommet à nous est vraiment unique en son genre. Et là, attention, c'est une idée qui est à la fois profonde et un peu paradoxale. Notre coopération à très grande échelle n'est pas basée sur la suppression de l'intérêt personnel, mais sur son dépassement, grâce à notre intelligence. On a la capacité de créer des contrats, de se souvenir de qui nous a aidés, et surtout d'anticiper les bénéfices futurs de la coopération. On pourrait appeler ça de l'égoïsme intelligent. Donc, pour résumer, ce qui rend notre organisation sociale si unique, si puissante, ce sont ces 3 piliers. La capacité de former des alliances basées sur la confiance, l'altruisme réciproque, et tout ça, c'est géré et transmis par un langage d'une richesse inégalée. C'est ce cocktail unique qui a permis de bâtir des civilisations. Et on va terminer là-dessus, sur cette question qui reste grande ouverte et qui est encore aujourd'hui au cœur de tous les débats. La sociobiologie ne dit pas que les gènes dictent notre destin. Elle suggère plutôt qu'ils fournissent la toile, les prédispositions, et que c'est la culture qui vient ensuite peindre dessus ces œuvres infiniment variées. Déterminer précisément où finit la biologie et où commence la culture, c'est ça, le grand défi intellectuel que cette nouvelle synthèse nous a laissé en héritage.